Elbakin.net, le podcast. Actualité, débat, auteurs, séries. L'émission du site de référence de la fantasy francophone. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode du podcast Elbakin.net spécial jeux vidéo. Parce que oui, nous enregistrons en juin 2023 et il y a quelques semaines, il y a un petit jeu qui a pointé le bout de son nez. Donc on va bien entendu consacrer un épisode à ce petit jeu indépendant qui est The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Sorti le 12 mai dernier, dernier Zelda majeur sur Nintendo Switch. 6 ans après la révolution qui a été Breath of the Wild, qui est parvenu à réinventer la formule Zelda et à la sortir de son carcan, on s'est demandé qu'est-ce que pouvait amener cette suite 6 ans plus tard. Et surtout, il ne faut pas oublier que Zelda, c'est un jeu vidéo, mais c'est aussi l'un des plus célèbres représentants de la fantasy vidéoludique. Donc on s'est dit que forcément, on allait vous en parler un peu. Et pour discuter de tout ça, nous serons deux pour ce podcast. Donc je suis accompagné de Gilles Tanas. Salut Gilles Tanas. Bonsoir. Et je suis Giggs. Alors Gilles Tanas, il me semble que tu as un petit peu plus avancé que moi dans Zelda, non ? Oui, à l'heure où je vous parle, il y a 1 heure à peu près, j'étais au milieu du temple des Gorons. Donc après, déjà rien que parler d'avancement, je pense que ça peut être un point du podcast parce que on n'avancera pas du tout de la même manière. Oui, quel c'est que sûr. soit le joueur. Mais en termes d'heures de jeu, parce que là pour le coup, avec ce jeu, je dois être à 30 heures à peu près. Je dois être, ok. T'en as un peu plus que moi. Avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, je te propose qu'on revienne déjà un petit peu sur le développement, sur la genèse, la création du jeu. Parce que, pour rappel, Breath of the Wild est sorti en même temps que la Switch. En 2017, mars 2017, il était sorti d'ailleurs sur Wii U. Je ne m'en rappelais plus du tout, mais il avait fait la doublette Wii U et Switch. Et en fait, on a commencé à entendre parler de la suite de Breath of the Wild, donc à l'E3 2019. Et à la base, ça devait être une extension, clairement, parce que Nintendo était à ce moment-là, période 2018-2019, en plein dans les DLC de Breath of the Wild. Ils rajoutaient des choses. Alors je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles, Gitanas, mais tu avais un DLC où tu commençais, tu avais Link qui était pratiquement à poil. Et tu devais le faire avancer dans des niveaux, enfin tu ne devais pas se faire toucher une seule fois. Je crois qu'il y avait des choses comme ça. Alors ça, oui, ça me dit quelque chose, mais c'est vraiment le genre de quête que je ne fais pas parce que en fait, ça crée de la frustration. Mais oui. C'était vraiment la pleine période des DLC et c'était justement les premiers DLC Zelda, parce que avant les DLC et Zelda, ça n'existait pas. En fait, Eiji Aonuma, le producteur du jeu, dit à ce moment-là, donc à l'E3 2019, je cite, à l'époque où l'E3 existait encore, et RIP, le salon du jeu vidéo, ce qui fut le plus célèbre salon du jeu vidéo, qui aujourd'hui n'est quasiment plus que l'ombre de lui-même. Donc Eiji Aonuma dit en 2019 à l'E3, au début, nous pensions ne faire que des DLC, et puis on a commencé à avoir beaucoup d'idées. Alors on s'est dit, il y a beaucoup trop, et donc autant développer un nouveau jeu en repartant de zéro. Et donc on avance un petit peu dans le temps, en septembre 2020, et avec la sortie de Hyrule Warriors, l'ère du fléau, qui reprend le modèle des jeux de Dynasty Warriors, et qui étend un petit peu, qui cherche un petit peu à étendre l'univers, le lore, de Breath of the Wild. Toi, tu y avais joué à Hyrule Warriors, l'ère du fléau ? Oui, tout à fait, parce que c'était un moment où j'avais fini Breath of the Wild pour la première fois, et en fait, il y a, je pense que cette sortie a été faite en partie pour combler l'attente des gens, parce que c'est un museau, donc c'est, pour ceux qui savent pas ce que on est tout seul contre le reste du monde, contre des vagues et des vagues d'ennemis, qu'on ravage allègrement un coup de pouvoir. Là, l'intérêt, c'est qu'on pouvait jouer Link, bien entendu, mais on pouvait aussi jouer des personnages un petit peu plus originaux. Il y avait la possibilité de jouer les 4 prodiges, la possibilité de jouer Zelda.
qui était un peu devenu mon main avec le temps, parce que c'est cool de pouvoir jouer Zelda. Puis il faut être honnête, la représentation de Zelda dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, elle pue la classe. C'est peut-être la meilleure représentation de Zelda, de tous les Zelda, je pense. Disons que c'est elle qui tient le monde à bout de bras, en fait. Quand on prend un peu de recul sur le lore, Certes, sans spoiler, pendant 100 ans, Link, il est pas là, et celle qui tire la baraque, c'est Zelda, quoi. Certes. Si vous avez pas joué à Breath of the Wild, Donc, c'est pas du... c'est pas un spoil. C'est pas un spoil. Au bout de 2 minutes, on le sait. Au bout de littéralement 30 secondes de Breath of the Wild, vous savez que Link a été vaincu. D'ailleurs, je sais pas si c'est sous-entendu qu'il a été tué ou pas, ça j'arrive jamais à le savoir. Alors, il a été grièvement blessé, tel un héros Marvel. Exactement, c'est ça. Et puis, il a été mis ensuite dans de l'eau magique, et où, en fait, il a dormi pendant 100 ans pour récupérer. Et à la fin, quand il se réveille, 100 ans plus tard, Hyrule a bien changé. Et Zelda a bien entendu disparu. Donc, on ne sait pas où elle est. Mais c'est la grande quête de Breath of the Wild. C'est déjà récupérer les souvenirs de Link et retrouver Zelda. Alors, c'est aussi la grande quête de Tears of the Kingdom, de retrouver Zelda. C'est aussi la grande quête de Tears of the Kingdom. On va y venir, justement. Mais oui, donc... Et oui, donc pour revenir sur Hyrule Warrior, excuse-moi, ça a permis de développer un petit peu le lore de certains personnages, mais si on n'est vraiment pas un gros fan du jeu, il y a vite une lassitude qui s'installe au niveau des mécanismes. Et voilà. C'était pas non plus le jeu de l'année. D'ailleurs, je pense pas que ça a été un succès si retentissant que ça. Disons que c'est estampillé Zelda, donc ça se vendra toujours mieux qu'un autre jeu. Mais c'est vrai que le problème des musos, des Dynasty Warriors, de ce type de jeu-là, c'est rigolo une demi-heure. Mais j'ai toujours trouvé que c'était vraiment assez limité quand tu veux vraiment en faire un jeu. Moi, j'avais fait j'avais fait le précédent, Hyrule Warriors. Oui, c'est marrant. Des fois, tu joues Linkette. Alors, Linkette, je pense qu'elle est pas passée à la postérité, hein, mais c'est Link en fille. Elle est jamais réapparue. Mais voilà, c'est hormis effectivement, comme tu dis, pouvoir jouer des personnages que tu n'as pas l'occasion de jouer. Je trouvais que le concept est quand même un peu limité. Et en fait, du coup, au moment de la sortie d'Hyrule Warriors, l'ère du fléau, donc Aonuma redonne des nouvelles de la suite, dont on n'a rien. Hein, il dit simplement qu'il va falloir attendre, qu'il va falloir être patient. Bon, avec Zelda, on a un petit peu l'habitude. Et finalement, il faudra attendre donc juin 2021 pour avoir à nouveau quelques petites infos. Et finalement, la grosse annonce, c'est le 13 septembre 2022 lors d'un Nintendo Direct. Et là, on a enfin le trailer de Tears of the Kingdom qui va être dépecé en long, en large, en travers. Là, on découvre la suite, on découvre le titre, donc Tears of the Kingdom. D'ailleurs, c'est un trailer qui est un peu trompeur, parce que je sais pas si ça t'a fait le cas, mais moi, quand je l'ai vu la première fois, j'ai cru que ça allait se passer avant. Bah oui, moi aussi, j'avais vu quelques théories par rapport à ça. Bon, encore une fois, on verra comment se passe l'histoire de Tears of the Kingdom. Mais oui, effectivement, et puis comme... alors attends, j'allais te dire, la série est habituée au voyage dans le passé. Mais oui, parce qu'Ocarina of Time, on est clairement... Puis Link to the Past. Ouais, exactement. Mais Link to the Past, le jeu sorti sur Super NES, tu passes dans un autre monde. Effectivement. Alors, Oracle of Ages, si tu veux. Exactement, ouais. Alors moi je vais le dire à la française, mais Oracle of Age, effectivement, il y a un petit truc, il y a un petit truc avec ça, effectivement. Donc ça a été plusieurs mois d'attente, et finalement donc le jeu est bien annoncé pour le 12 mai, et le 12 mai le jeu sort en grande pompe, et même en très grande pompe. Alors bien entendu, il y a forcément eu quelques petits incidents. Il y a eu notamment le jeu qui a fuité sur internet 10-12 jours avant. On s'est dit, oh là là, c'est terrible pour Nintendo, ils vont en vendre beaucoup moins que prévu. Finalement, ils vont quand même écouler en quelques jours plus de 10 millions d'exemplaires. C'est le jeu le plus vendu de Nintendo, je crois.
Et c'est bien Oui. parti pour être l'un des jeux les plus vendus au monde tout court. Je rappelle qu'Ocarina of Time avait déjà réalisé cet exploit-là 24 ans auparavant. Et Mais pas sur le même laps de temps. pas sur le même laps de temps. Et bien, Et Breath of the Wild, c'est 30 millions vendus en 6 ans. ouais. Là, on est sur plus de 10 millions vendus en un mois. Ouais, non, c'est phénoménal, c'est phénoménal. Même pas un Bon, mois. après, les marchés Donc, sont différents. Enfin, je veux dire, le marché asiatique avec la Chine, c'est autre chose. Mais oui, effectivement, c'est énorme. Je pense que là, les gens ne vont jouer. Enfin, beaucoup de gens ne vont jouer pratiquement qu'à ça. C'est le jeu de 2023, comme le fut Elden Ring en 2022. Ça, c'est clair. Et donc, rentrons un petit peu dans le vif du sujet, Giltanas. Il y a quoi de neuf dans cette suite? Parce que c'est une suite de Breath of the Wild. Alors, oui et non, c'est une suite. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Alors déjà, il faut savoir qu'on est dans le même monde. Ouais. Donc c'est-à-dire que les gens qui ont fait le premier vont reconnaître des points d'intérêt, des zones géographiques, les villages des peuples autochtones, ce genre de choses. Ce qui n'est pas du tout un obstacle à la redécouverte de l'univers, en tout cas de mon point de vue, parce que, et donc la première grosse nouveauté, c'est que les pouvoirs ont changé. Ouais, vous n'avez plus C'est-à-dire du tout qu'on les mêmes pouvoirs. on a perdu le cinétis, etc. Pour des pouvoirs que, encore une fois, de mon point de vue, je trouve beaucoup plus intéressants. C'est-à-dire, excuse-moi, vas-y. Ouais, ce que je voulais rebondir sur ce que tu disais. En fait, donc on retrouve Hyrule, mais la différence, c'est que dans Breath of the Wild, on avait Hyrule, qui était déjà super, mais là, on a Hyrule, donc qui a changé. Mais vous retrouverez la montagne fendue, vous retrouverez les Gorons au même endroit, le village Piaf, les Gerudo, même, etc. En bas de la carte à gauche. Mais dans un environnement différent. Et en maintenant, vous avez également le ciel, c'est-à-dire que vous avez tout un tas de plateformes qui se trouvent en l'air, concrètement, et vous avez également sous la terre. Donc vous avez 3 espaces au lieu d'un. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous risquez de passer beaucoup plus de temps sous terre que dans les airs. C'est la partie spéléologie de Tears of the Kingdom. Ah, mais cette partie-là, c'est franchement, je pensais que ça allait être redondant. Et pour moi, c'est la meilleure. Ah ouais? À ce côté, t'es dans le noir, tu dois éclairer au fur et à mesure ton passage, etc., pour découvrir des choses, des trésors, des monstres différents, tes points de vie qui sont diminués d'une autre manière, etc., qui un peu semi-permanente, qui t'oblige à avancer beaucoup plus prudemment. La partie souterraine, pour moi, c'est une grande réussite. D'autant plus qu'un des nouveaux pouvoirs, qui est le pouvoir infiltration, qui permet de s'infiltrer dans les plafonds, Oui. te permet de sortir de difficultés, Ouais. on va dire, qui dans Breath of the Wild t'aurait bloqué vraiment, tandis que là non. Et quand c'est couplé au nouveau pouvoir, donc je parlais d'infiltration qui permet de passer à travers les plafonds, il y a amalgame. Alors ça, ce pouvoir-là, c'est une dinguerie. Ça permet en fait simplement de fusionner des choses. Ouais, vous avez une épée rouillée, vous trouvez un bout de bois, et donc vous pouvez fusionner le bout de bois avec l'épée rouillée, qui devient du coup une épée rouillée avec un bout de bois. Une épée un peu meilleure. Et qui devient un petit peu meilleure. Mais vous pouvez fusionner une lance avec un tonneau explosif, vous pouvez fusionner une lance avec un champignon pour faire une arme qui va repousser les ennemis, vous pouvez fusionner un piment avec une flèche pour faire une flèche enflammée, non pas un piment, une graine de feu, pardon. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est... En fait, le côté un petit peu redondant qu'il y avait dans Breath of the Wild, à savoir les armes cassent, oh là là, c'est horrible. Qu'est-ce que j'ai râlé sur ça au début, franchement. Ouais, moi, j'ai jamais compris compris pourquoi on râlait, parce que moi j'aimais bien, mais bon... disons que dans le cadre du côté un petit peu survivaliste de Breath of the Wild, ça se comprend. Ici, on est vraiment dans un côté beaucoup plus technologique. L'avancée de l'intrigue a fait apparaître dans l'univers une ancienne civilisation qui, comme à chaque fois, ils sont meilleurs que nous, ils font tout mieux. C'est des Atlantes, hein, voilà, clairement. C'est ça. Et donc, il y a un aspect vraiment technologique qui vraiment matche bien avec le pouvoir amalgame qui permet de construire des armes, ça permet de construire des avions, ça permet de construire des mechas,
genre Gundam, si vous Mais alors là, voulez, pour il le n'y a coup, pas tu de parles de problème. l'autre pouvoir qui est l'emprise. Et l'emprise, c'est de la colle. Hein. L'emprise, Oui. c'est vous pouvez littéralement tout coller. Donc, vous coupez. Ensemble, C'est ça. vous pouvez, Vous vous coupez. pouvez faire des voitures, Ouais. vous pouvez faire des tanks, si vous voulez, Mais en fait, des tanks en c'est bois. ça. Et concrètement, en fait, c'est vraiment Voilà. l'influence des 3 jeux les plus populaires de ces dernières années, et notamment chez les jeunes, donc Fortnite, Minecraft et Roblox, qui sont tous des sandbox, en fait, qui sont des jeux où le crafting, la création de choses est importante. Même dans Fortnite, hein, parce que Fortnite, c'est un Battle Royale, mais tu as ce côté où tu peux créer tes propres fortifications en bois. Et souvent, les gens qui ont le plus de skills dans Fortnite sont ceux qui arrivent à bien maîtriser cet aspect-là du jeu qui est assez complexe. Et Minecraft et Roblox, c'est la même chose. Moi, c'est un peu ce qui me faisait peur au moment de où Aonuma a montré un petit peu le jeu dans le 2e trailer, quand il montrait en fait tout ce qu'on pouvait faire avec le crafting, quelque part. Bah, en fait, je suis d'accord avec toi. Au début, c'est intimidant. On se dit, oh là là, je vais jamais y C'est arriver. ça. Surtout qu'après, il y a un système de rotation sur l'axe qui permet d'orienter l'objet vraiment comme on C'est veut. sur 2 axes. Et C'est vraiment sur 2 axes. là où où je trouve que le jeu est génial et mieux que le premier, c'est qu'en fait, on te donne énormément d'outils. Donc notamment ces pouvoirs-là, mais pas Oui. que, pour faire face à une situation. Autant dans le premier, c'était un petit peu, un obstacle, parfois 2 opportunités de s'en sortir, etc. Là, il y a, je pense, autant de façons de passer une rivière, d'escalader une montagne, de combattre un ennemi, que de joueurs en fait. Tout le monde va penser à quelque chose de différent. Et là où je pense le jeu touche au chef-d'œuvre, c'est dans sa gestion de la physique. Ah bah là, C'est-à-dire oui, que tout ce que vous allez entreprendre, si vous arrivez à calculer un angle ou un dénivelé pour faire tomber quelque chose, le jeu va le prendre en compte au poil de pattes de fourmi près. Quoi. C'était déjà très 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 impressionnant dans Breath of the Wild. C'est poussé encore à un paroxysme qui est incroyable à ce niveau-là. La gestion de la physique. S'il y avait qu'une seule chose à retenir de Tears of the Kingdom, je pense que c'est ça, c'est vraiment la gestion de la physique. C'est ma boule. Là-dessus, c'est vrai que tu te dis vraiment, même t'interroges des développeurs, ils vont te dire, mais comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ça, c'est la patte Nintendo. Hein, ils te sortent un jeu avec des fois des espèces de petites révolutions comme ça. Tu n'arrives pas à savoir comment ils ont fait, quoi. Et c'est effectivement, comme tu dis, les nouveaux pouvoirs permettent de passer les obstacles de manière différente. C'est vrai que Breath of the Wild, tu avais une montagne, bon bah tu l'escalades, tu vois. T'es parti là. Là, si la montagne te semble trop haute, parce qu'il y a toujours cette notion aussi d'endurance limitée qu'il faut régénérer au fur et à mesure. Ouais. Si on arrive sur une montagne trop haute, ben on peut par exemple utiliser le pouvoir qui s'appelle rétrospective, je crois, qui permet en fait d'inverser le cours du temps d'un objet. Donc le jeu étant sur trois niveaux, comme on l'a dit précédemment, donc le ciel, la terre et sous terre. Si par exemple il y a un caillou qui tombe du ciel, d'une des plateformes aérienne, ben en fait vous pouvez inverser sa course, donc vous montez dessus et le caillou va remonter. Donc voilà, donc vous pouvez faire ça, puis après sauter, utiliser votre deltaplane, que je vous encourage vraiment à aller chercher très vite, parce que sinon vous pouvez pas profiter du jeu. Ouais, vas-y, pardon. Et comment dire, c'est une solution. Il n'y a pas de caillou qui est tombé à proximité de l'endroit où vous voulez aller, ben vous pouvez construire une montgolfière, puis hop, elle va monter. Puis vous allez gagner du temps. Vous pouvez utiliser le pouvoir infiltration, ce qui a certains types de roches qui permettent de passer à travers. Voilà, donc toujours en hauteur, mais bon, après on les repère très vite. Oui. Et il y a vraiment, en fait, je pense qu'on peut pas, à part dans les donjons, mais on reviendra dessus, on peut pas être bloqué en fait dans le jeu. Jamais, à aucun moment. Vous allez toujours trouver une solution. Et assez rapidement. Ouais, et quand bien même tu n'as pas forcément envie de trop t'embêter avec le craft, comme tu dis, il y a toujours, enfin c'est même fait pour les joueurs qui vont être un petit peu qui vont prendre cet aspect crafting avec appréhension, tu vois, qui vont dire genre ouais mais moi je joue pas à Zelda pour faire du Minecraft, tu vois, j'étais complètement dans cette optique là. Bah déjà ouais effectivement tu peux
quand même arriver au point où tu veux aller sans avoir forcément besoin de recourir au craft, juste en utilisant les pouvoirs d'une autre manière, tout simplement. Et il y a aussi un truc qui est bien, et ça c'était déjà le cas, hein, c'était les différents temples, parce que y a à nouveau des temples dans lesquels il faut aller, qui sont des espèces de petites énigmes. En fait, ils t'apprennent vraiment en douceur à te servir des pouvoirs, et à te familiariser avec eux de manière en douceur, quoi. Et ça c'est vraiment très fort. On est vraiment sur une vraie évolution, ouais, comme tu disais. Non, c'est comment dire. Je suis assez surpris de la manière dont ils ont réussi vraiment à faire un autre jeu et pas seulement, comme on l'a dit au début, un DLC. Ouais. En fait, vous pouvez, on reviendra sur le lore après, mais vous pouvez tout à fait commencer par Tears of the Kingdom. D'autant plus si l'aspect craft vous plaît. Ouais, c'est voilà, la prise en main est vraiment efficace. Les tutos sont bien pensés. Il y a toujours un petit indice qui va vous dire ça je peux l'utiliser, mais pas il y a pas un gros panneau genre utilise. Non, c'est un petit détail dans la texture, dans la manière dont c'est disposé dans l'environnement qui va vous dire ça il y a peut-être moyen que j'en fasse quelque chose. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment c'est le côté liberté du jeu qui est vraiment en fait on s'y perd, et avec énormément de plaisir parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Ouais, c'est vraiment. Mais ça, on retrouve ça enfin, Breath of the Wild le faisait déjà, et cette sensation de, comme tu dis, de se perdre dans le jeu et de plus voir les heures finalement passer, parce que tu t'es constamment en fait stimulé de manière mais toujours très intelligente par le jeu, que ce soit par une zone qui t'intrigue, que tu vois au loin, tu te dis ah tiens ça qu'est-ce que c'est, et tu y vas, puis tu découvres quelque chose, et puis tu te dis ah mais tiens si j'active ce pouvoir sur ça, qu'est-ce que ça donne, et t'as l'impression, et quand tu trouves quelque chose, déjà tu te sens super intelligent, tu vois, tu te dis ah ouais ça marche comme ça, mais je suis trop fort, et du coup tu continues en fait, et tu passes en fait de ces espèces de petites victoires en petites victoires qui font que le jeu est aussi appréciable. Tu vois, moi à peine quand je suis arrivé sur Hyrule, parce que le départ en fait est exactement se passe à peu près de la même manière que Breath of the Wild, c'est-à-dire que Breath of the Wild, il y avait vraiment le plateau du prélude qui consiste en à peu près, c'était 5-6 heures de jeu où tous les pouvoirs nous sont donnés. Et là, c'est pareil, en fait. Pratiquement tous les pouvoirs nous sont donnés. Ouais. On les a pas tous. Ouais, mais beaucoup sont donnés. Alors après, 4 sur 5, je crois. Moi, j'ai trouvé que c'était plus difficile de rentrer dans Tears of the Kingdom que dans Breath of the Wild, notamment parce que ce début, je le trouve quand même un petit peu long, et il y a quand même des petits moments où j'étais presque bloqué, où je me disais mais où est-ce qu'il faut que j'aille ? C'est clair sans l'être, et du coup je me sentais un peu frustré parce que t'es vachement guidé à ce moment-là du jeu, parce que le jeu veut que tu ailles dans cet endroit-là pour avoir ce pouvoir-là, pour ensuite passer à l'autre endroit pour avoir l'autre pouvoir, pour te faire découvrir la mécanique de jeu, telle mécanique, etc. Jusqu'au moment où il te dit « Ok, là c'est bon, t'es assez grand, débrouille-toi. » Et là... Saute. C'est ça, saute. Et là c'est cool, parce que si vous sautez avant, en fait le jeu vous ramène au même endroit. Après, par exemple, les petits, il faut différencier les gros donjons. Il y a un donjon associé à chaque peuple, hein, donc les Gorons, les Piafs, les Gerudo et les Zora. Et après, il y a les petits temples. Non, il y a les temples, voilà, les gros temples et les petits donjons. Les petits donjons, c'est ce qu'on connaît, c'est les petites butées là qu'on voyait. Ceux de la zone où on atterrit au début, je sais pas si t'as essayé de les faire, mais en fait, c'est des tutos de combat. Ah non. Chaque petit donjon va t'apprendre il y en a un qui va t'apprendre l'esquive, il y en a un qui va t'apprendre l'arc, il y en a un, et à chaque fois tu ne peux vaincre l'ennemi qui est là qu'en utilisant la technique, par exemple je saute et je tape, ou alors j'esquive et je tape, ou voilà. Et en fait c'est une manière gratifiante de t'apprendre des techniques. C'est pas un tuto genre alors appuie sur A, B, machin. Non, là ça te le dit, mais ça te met tout de suite en situation. Donc ça t'apprend vraiment à le maîtriser tout de suite, et quand tu le maîtrises, il y a une vraie gratification.
Et c'est c'est toujours ce côté, ce que tu disais tout à l'heure, vraiment, le jeu est gratifiant parce que dès qu'on arrive à résoudre quelque chose, on a l'impression d'être un génie. Ouais. Genre, ah ouais, mais moi je fais comme ça parce que t'as vu, je fais que coller des planches et puis, bah ouais, mais ça fonctionne. Le jeu est, il y a plein de moments, je pense, où les gens vont penser qu'ils ont glitché le jeu, entre guillemets, alors qu'en fait, non, Ah pas ouais, du tout. c'est ça. Il y a dû avoir une réflexion sur chaque parcelle Ouais, ouais, d'Hyrule, mais c'est ouais, je pense, impressionnant ouais. parce que il y a vraiment énormément d'opportunités de laisser libre cours à son imagination en Ouais, fait. bah là, c'est parti pour des années et des années de jeux dessus. Ça, c'est clair. Euh, Quand je vois comment Breath of the Wild, les gens continuaient à y jouer 4, 5 ans, 6 ans après, celui-là, je pense Bah que oui. c'est parti pour être de toute façon le jeu de la décennie 2020. Enfin, un des très, 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 très grands jeux de la décennie 2020. Euh, Comme Breath of the Wild a été celui ouais, de de la fin des 2010-2020. années 2010, début 2020. Lui, il finira l'année, il finira la décennie, je pense, pratique. Je suis à peu près sûr. On essaiera de spéculer après sur l'éventuel prochain Zelda. Qu'est-ce qu'on pourra faire, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire après ça. Mais on n'y est pas encore. Ah, Mais non, c'est très impressionnant. Et surtout, là où il y a une grande intelligence chez Nintendo, c'est que euh, quand ils ont vu le potentiel du crafting, ils sont pas bêtes aussi à ce niveau-là. Ils savent que la viralité, elle va aussi venir de là et des joueurs qui vont mettre pendant des années leurs vidéos de leurs craft les plus invraisemblables sur YouTube, si tu veux. Ça, comme ce fameux pénis cracheur de feu qu'on a vu exactement, apparaître tu vois, dans les premières heures de la dès les sortie. premières heures de la sortie, il y avait déjà effectivement un mec qui a réussi à faire une espèce de géant avec un pénis qui crachait du feu, bien entendu. Donc ça, Parce que voilà. donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire des espèces de pièges à monstres. Enfin, c'est vraiment des trucs complètement invraisemblables. Bref, et là, on est parti pour vraiment des années, quoi. Et ce qui est bien, c'est que c'est optionnel. Oui. C'est-à-dire que si le crafting ne vous intéresse pas, ou alors Je très pense que tu peu, peux finir Zelda avec ton cheval. Hein. Enfin, ça, à partir du moment où tu arrives à avoir un cheval, t'es déjà vachement moins tenté de construire ouais. des véhicules pour te déplacer. Après, on est toujours tenté à un moment donné, parce qu'ils sont très intelligemment placés, Oui. de construire un avion pour dire, je vais mettre un Korogu dessus, puis on va voir où il va atterrir. Voilà. Korogu, c'est des espèces de petites créatures qu'il faut retrouver. Qui vous donne à C'est ce chaque qui fois fait des que petites Zelda procs. est aussi un petit jeu à C'est patoun, ça, comme dirait Joueur du exactement. Grenier. Mais Et voilà, si ça vous plaît pas, il n'y a pas de problème. Si le fait que les armes cassent, ça vous a déplu dans le premier, bah sachez que le pouvoir duplicata, c'est pas un secret, vous allez finir par obtenir un jour, vous permet de dupliquer vos armes. Comme ça, bah voilà, il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a pas de, ouais, tout a été. En fait, il y a pas de ils ont frustration vraiment répondu mécanique. à. En tout cas, Ouais, j'en ai c'est pas ça. vu. Ils ont vraiment répondu à quasiment tous les défauts qu'il pouvait y avoir, enfin tous les retours qu'on a pu leur faire sur le jeu. Et en fait, surtout, on voit le recul que Nintendo a eu sur son propre jeu, ce qui est quand même impressionnant quand tu vois que au début des années 2010, il y avait quand même pas du tout ça chez Nintendo concernant Zelda. Il y a eu toute une période de jeu où il y avait quand même l'ombre d'Ocarina of Time qui était constamment sur les suites des jeux, où c'était les temples, enfin la succession de temples. Alors moi j'adore, hein, on va en reparler, hein, mais on est allé sur, enfin je veux dire, Twilight Princess que j'adore aussi. Beaucoup de gens vont lui reprocher d'être en fait une ressucée d'Ocarina of Time en moins bien, et ça dure pendant longtemps. Et Skyward Sword, c'est encore pire. C'est peut-être le Zelda le plus décrié par rapport à ça. Ah ouais, mais Même si, les mécaniques sont compliquées. Hein. ouais, même si Skyward Sword, quand tu regardes bien, il commençait à poser certaines bases que Breath of the Wild a récupéré et s'est réapproprié. Tu vois, typiquement, la jauge d'endurance, elle vient de là. Elle vient de là. C'est vrai. Il y a certaines choses en fait qui ont été récupérées et d'autres qui ont été laissées. Donc
c'est ça qui est fort de la part de Nintendo, c'est qu'en 6 ans, ils ont été capables, après avoir fait un chef-d'œuvre qui réinventait toute la formule, en se disant, bon, les gens ont aimé Zelda 1, il y a quoi dans l'essence de Zelda 1? Concrètement, c'était ça. C'était qu'est-ce qu'il y a dans Zelda 1 qu'on peut refaire aujourd'hui en 2017, qu'il y avait en 86, 87. Et ben, ça a donné Breath of the Wild. Et là, en fait, ils ont réussi à se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire en plus de ça, maintenant qu'on a fait Breath of the Wild. Ils auraient pu se casser les dents. Ils auraient vraiment pu se casser les dents, ou simplement rester pendant des années sur des DLC. Le nouveau DLC Zelda, et ça aurait pu durer 7, 8, 9 ans. 9 ans, ça fait peut-être beaucoup. Bah, ouais, mais ça aurait pu. C'était juste quelques quêtes, les DLC. Goron, donc, je pense que ça aurait pu durer longtemps. En fait, c'est là où je trouve que Nintendo, ils sont un peu à part, c'est qu'ils sont capables de prendre quelque chose qui est déjà presque parfait et de te le réinventer de telle manière à ce que tu te dises c'est tout à fait différent, alors qu'en fait, bah non. C'est difficile à expliquer comme sentiment en fait. Si vous pouvez tout à fait commencer par Tears of the Kingdom, c'est aucun souci. Et si vous avez joué à Breath of the Wild longtemps, ou même vous l'avez acheté il y a 6 mois, vous êtes en train de le faire, il y a Tears of the Kingdom qui arrive, vous allez vraiment avoir cette sensation de. C'est exactement ça. Je joue à un jeu que je connais, mais c'est pas le même jeu. Mais c'est pas le même jeu. Et on va reparler du fait que par quel jeu tu peux commencer entre Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, parce qu'on a des avis qui sont un petit peu différents. Juste, je voudrais qu'on évoque un petit peu cette comparaison, parce que j'ai trouvé ça rigolo, mais au niveau des duologies, parce que bon, on peut presque appeler ça une duologie, ça m'a vraiment évoqué en fait Ocarina of Time et Majora's Mask, parce que pour rappel, donc ces deux jeux qui sont sortis sur Nintendo 64, donc le premier est sorti fin 98, le deuxième est sorti fin 2000. Il y a quasiment eu 1 an et demi, moins d'un an et demi de développement entre les deux, et c'était un peu la même configuration sans l'être complètement, puisque en fait Majora's Mask, c'est simplement Miyamoto qui a chargé Eiji Aonuma de reprendre en fait toutes les features de Ocarina of Time et d'en faire un autre jeu. Alors à la base, lui, Miyamoto, il voulait simplement faire ce qu'il appelait un Ura Zelda, donc un Master Quest, c'est-à-dire donc reprendre Ocarina of Time, mais faire des donjons différents, ce qui finalement a donné Master Quest, auquel on peut jouer. Et Aonuma a fait Majora's Mask, donc parce que Majora's Mask, c'est les mêmes graphismes, c'est vraiment mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est très 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 fort. Enfin l'ambiance et tout. Bon, moi j'aime pas Majora's Mask. Mais vraiment, quel chef-d'œuvre. Oh là là. Vraiment, j'adore Ocarina of Time. Je suis assez classique à ce niveau-là. Ocarina of Time, j'adore l'ambiance. Majora's Mask, l'ambiance me déprime. Je me sens mal dans le jeu, enfin je me sens pas super bien, jamais très à l'aise et tout, même si c'est un peu voulu, hein, mais bon voilà. En tout cas, mais bon, tout ça pour dire que Nintendo est quand même un petit peu habitué à faire ces suites basées sur le même moteur et à en apporter quelque chose de neuf, quoi. D'autant plus que le moteur là, c'est comment dire, je pense qu'il faut déjà, alors on encense le côté physique, etc. Mais il faut se rendre compte de l'exploit que c'est de faire tourner Zelda sur une Switch quand même. Ouais. Bah, parlons-en justement. Parce que après, ils ont toujours été forts pour ça. Parce que, par exemple, moi, un de mes opus préférés, c'est Wind Waker. Wind Waker, vous pouvez le sortir aujourd'hui. Sur GameCube. Vous pouvez y jouer aujourd'hui. Eh ben, il n'y a rien qui indique que c'est un jeu de 2002. Voilà. Ouais. Là, Zelda, le style fait que Breath of the Wild, vous pouvez y jouer, ça n'a pas du tout vieilli. Celui-là risque de très bien vieillir aussi. Va très bien vieillir. La manière dont l'univers est mis en place, dont la charte graphique est appliquée, fait que finalement, ils font des jeux qui vieillissent pas. Enfin, actuellement, parce qu'après, il y a des Zelda qui ont. Je prends Twilight Princess, lui, il a un peu vieilli quand même.
Ouais, bah, il a vieilli. En fait, si Twilight Princess, c'était vraiment pour répondre aux envies des fans. Moi, le premier, d'avoir un Zelda mature, un peu dark, un peu dans l'ambiance de cette époque-là, hein, de 2004, 2005, sorti en fin 2006. Avoir effectivement un Zelda plus mature. C'est vrai que j'avais bien aimé Wind Waker, même si je me rappelle que c'était pas non plus très très difficile. Non, mais c'était ce Mais côté, tu te balades avec ton bateau. oui, oui, ouais. Voilà. En fait, on Le- est passé de Zelda donjon. Moi, oui, mon opus préféré, c'est Link's Awakening. Loin, loin devant tous les ouais, autres. Et c'est ouais, ouais. vraiment des Le donjons. jeu Game Boy. Voilà. Le donjon te donne un objet qui te permet d'ouvrir une nouvelle zone, etc. Ouais. On n'a plus ça. Là, on a tous les pouvoirs tout de suite. Et va vivre ta vie. En fait, non, c'est même pas ça. C'est va vivre ton aventure. Va vivre ta propre aventure. C'est ça. Hein, ils sont restés effectivement sur ce postulat de base. Mais je voudrais revenir un peu sur le. On en parlait donc bien entendu qu'on a répondu à la question. Je pense que vous l'aurez deviné. Est-ce que ça vaut le coup? Bien évidemment que oui. Mais oui, on parlait justement de l'aspect technique. Oui, le jeu il est beau, comme tu disais. Enfin. Mmh. Je sais pas toi, mais moi ça me saoule toujours un peu d'entendre ouais, hein, c'est moche. En plus, c'est sur une console qui est complètement dépassée techniquement, elle est à la rue. Ok, d'accord. Alors non, même, elle est pas à la Le rue. Hein. travail non, mais attends, déjà, elle est pas à la rue. Et le travail de Nintendo sur les textures, sur les jeux de lumière, les jeux d'ombre, sur les éléments, on en parlait sur la physique. C'est pas n'importe quelle équipe de développement qui est capable de faire ça. Ah bah, je pense qu'à l'heure actuelle, ils doivent pas être loin d'être les seuls parce que ils jouent sur la topographie, les Ouais. dénivelés, etc. Donc c'est sûr que si on le regarde d'un œil expert, vous allez dire ouais, ça peut être vide, etc. Mais hop, dès qu'on arrive dans une cuvette, il y a quelque chose. Il y a des gens, il y a de la vie. Voilà. On marche dans les hautes herbes. D'accord, c'est des hautes herbes qui sont animées. Vous avez encore une fois, c'est pas Elden Ring ce que vous voulez, mais il y a une libellule qui sort. En fait, le monde est vivant. Donc du coup, on s'attarde pas sur l'aspect graphique des choses parce que notre intérêt est porté ailleurs en fait. C'est pas on peut prendre le temps tout à fait de s'arrêter de regarder, ça va être très beau. Mais Ouais, ouais. la manière dont le monde est construit fait que la console gère ça très bien parce que à titre d'exemple, moi je joue exclusivement sur une Switch Lite. J'ai revendu ma Switch normale pour acheter une Lite parce que pour moi c'est une grosse Game Boy et ça fonctionne très bien. La console souffle pas, il n'y a pas de ralentissement, Ah oui, il n'y a etc. aucun problème. Alors des fois vous allez peut-être avoir une texture un petit peu plus légère qu'une autre, on va dire dans son assemblage, mais franchement, ça n'a rien de dérangeant. non. Et ça va très bien vieillir. Oui, ouais, Je reviens dessus parce que ouais. Non, mais je suis d'accord, t'as raison. c'est voilà. Et après, oui, on est tous conscients des limites de la Switch. Hein. C'est une console qui a 6 ans, je crois. Ouais, 2017. Mars 6 ans. 2017. Donc voilà. Bon. Et je pense qu'elle est là pour rester encore un moment. Mais quand on voit ce qu'ils arrivent à en tirer. C'est fou, hein. Mais après, ça c'est Nintendo, hein. Parce que regarde déjà, tu prends à l'époque Link to the Past sur Super Nintendo, c'est quand même. Ouais, c'était dingue. C'est les couleurs. Moi, je veux dire, Link to the Past, vous le refaites aujourd'hui. En plus, il est facilement accessible notamment sur le. Ah, c'est l'abonnement, je crois. Ouais, c'est le Nintendo Online, voilà. Exactement, le Nintendo Online, vous pouvez le refaire. Il se refait encore super bien. Enfin, tout rien marche. trop où il pleut, qu'il y a du vent, les arbres bougent et tout, c'est une dinguerie. Ah ouais, il y a beaucoup de détails et c'est un jeu qui était même pas sorti à la fin de vie de la Super NES, qui était sorti plutôt vers le début. C'est un jeu qui datait de 92. Je veux dire, c'est quand même assez dingue. La Super NES, il me semble, c'est 90. Alors là, j'avoue que tu me poses. Il me semble que c'est ça. Et sa fin de vie, c'est plutôt 96. Tu vois, donc, ouais, on était sur les débuts de la Super Nintendo. 92 en France, ouais. 90 au Japon. 92 en France, mais 90 au Japon. Ouais.
Ouais, non, Link to the Past, c'était très impressionnant. Mais même, de toute façon, Ocarina of Time, hein, quand Ocarina of Time est sorti, Zelda en général n'est que révolution. Enfin, bon, Oui. non. Bah, Et souvent révolution. Pas tout le temps, parce que Skyward Sword, c'est pas révolution. ils l'ont C'est, voulu, ils l'ont pensé. ils l'ont Pour pensé, jouer avec les effectivement. nunchuk, etc. de la Wii. Oui. En fait, il y a au moins, à minima, toujours une volonté chez Nintendo de se dire, quand ils veulent sortir un Zelda majeur, et quand je parle de Zelda majeur, c'est vraiment les Zelda sur les consoles de salon, il y a toujours cette volonté, en fait, de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter de neuf, quoi. Effectivement, oui, comme tu dis, ouais, le Skyward Sword, ça se voulait révolutionnaire avec l'apport du Nunchuk. Il fallait mettre quelque chose sur la manette en plus pour améliorer encore plus le motion, améliorer encore plus la précision de Link avec son épée. Bon, il a l'air un peu d'un bonnet Oui, avec... voilà, nous aussi, mais en fait, ils veulent faire en sorte que les Zelda marquent, que ce soit des bornes en fait. C'est ça, soit des étapes. Mais là, après, c'est pareil, hein. D'accord, il y a plus de nunchuk, mais Link, il se trimballe avec une Switch. Hein. La tablette Sheikah, c'est une Switch. Il se trimballe avec sa Switch, qui prend des photos, je veux dire, et Zelda s'en sert au départ dans la cinématique d'intro. Et d'ailleurs, ça nous permet de passer sur ça. On a commencé à l'évoquer, mais on avait la question, si on n'a pas fait Breath of the Wild, lequel faire en premier entre les deux. Alors toi, j'ai bien compris que tu disais que tu étais plutôt sur d'avis de faire celui que tu voulais en premier, que ce soit l'un ou l'autre. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je dirais que c'est mieux, ça me semble mieux de commencer par Breath of the Wild si on n'a pas fait ni l'un ni l'autre, pour la simple et bonne raison que d'un point de vue histoire, t'as toute l'explication en fait. T'as vraiment le lore qui se met en place, tu pars à la recherche de Zelda, Link part à la recherche de ses souvenirs. Moi, ça m'avait passionné la recherche de ses souvenirs. Simplement le fait de réussir à trouver les endroits, parce qu'en fait, durant tout le jeu, en fait, vous devez chercher certains endroits qui sont pris en photo. Et dès que vous y arrivez, en fait, vous avez une cutscene qui se lance et Link retrouve une partie de ses souvenirs. Mais il faut réussir à trouver ces endroits, en fait, et vous avez que quelques indices. Moi, ça m'avait passionné. Disons que là tu mets le point sur ce qui est pour moi le point faible du jeu, c'est l'intrigue. Bon, on va essayer de pas trop spoiler. Bon, même si vous en doutez, c'est un Zelda. A priori, le boss de fin, il est connu. Sans spoiler, en fait, tu n'as pas besoin de l'intrigue pour profiter du jeu. T'as pas besoin de l'intrigue. Ouais, certes, t'as pas besoin de l'intrigue, mais c'est que vrai ça soit dans l'un ou dans l'autre. Hein. Oui, c'est sûr. Pour moi, en fait. Après, de toute façon, Zelda, c'est pas c'est en général pas une histoire d'intrigue, même s'ils en mettent quand même un peu plus. Par exemple, Majora's Mask, si, quand même. Il y a tout un truc. Voilà. Là, le côté, il faut chercher des souvenirs. D'ailleurs, il faut aussi chercher des souvenirs dans le 2, hein, à travers les larmes du dragon. En fait, faut trouver faut trouver des géoglyphes. On l'apprend très vite aussi, c'est pas un spoil, qui te permettent de récupérer des souvenirs. Voilà. Donc il y a un petit côté chasse au trésor qui est sympa. Mais c'est bien ça. Moi, je le vois plus comme un bonus en fait, que comme un moteur du jeu. On peut tout à fait jouer au jeu sans faire la quête. On peut juste aller vivre sa vie. Et découvrir au fur et à mesure, même si on est guidé de manière toujours discrète, mais guidé quand même vers les grandes lignes de l'intrigue. Si vous désactivez la quête principale, qui a plus aucun point qui apparaît sur votre carte, vous pouvez papillonner, mais comme pas possible, et relever la tête et vous dire j'ai joué 50 heures et ok. Mais regarde, pour revenir sur cette idée de lequel faire, est-ce qu'on peut faire Tears of the Kingdom avant Breath of the Wild ou jouer qu'à un des deux, moi je dirais quand même que l'avantage de faire dans l'ordre Breath of the Wild puis Tears, c'est que Breath of the Wild te fait découvrir Hyrule, avec juste Hyrule, les pieds ancrés au sol, hein, si je puis dire, et ensuite avec Tears of the Kingdom, tu redécouvres Hyrule, déjà qui a complètement changé, donc ça c'est cool, mais tu as également le haut et le bas qui ont été rajoutés. En fait, que si tu fais Tears of the Kingdom, tu le finis, puis finalement tu te dis bon, j'ai envie de voir ce que ça donne Breath of the Wild, je me demande si tu vas pas y perdre quelque chose parce que tu vas te retrouver simplement dans
Hyrule, qui est déjà un monde ouvert qui est super cool. Mais à côté de ce que tu auras connu, est-ce qu'il n'y aura pas un côté presque déceptif? En fait, j'ai peut-être une vision un peu galvaudée de la chose, mais pour moi, c'est pas une question de découverte de l'univers ou ce genre de choses, c'est une question de style de jeu. C'est-à-dire que si vous êtes plus, si vous aimez le craft, vraiment utiliser votre imagination, la technologie, les outils mis à votre disposition, vous pouvez commencer par Tears of the Kingdom. Si votre délire, c'est plutôt partir à l'aventure avec votre sac à dos et votre couteau, vous pouvez plus partir sur Breath of the Wild, qui est plus, comme je l'ai dit au tout début, pour moi, une espèce de jeu survivaliste, où vraiment là, faut y aller, quoi. Quand il fait froid, faut faire la cuisine pour manger C'est ça. des choses. On est plus, il y a plus un côté man versus wild dans Breath of the Wild où on est vraiment, faut se débrouiller. Tandis qu'il y a aussi ce côté dans Tears of the Kingdom, mais il est, il est modéré par le fait qu'il y a la technologie. Et puis surtout, t'es plus tout seul au sens où, Ah oui. Et encore une fois, on n'est pas sur un spoil, mais enfin, je veux dire, Zelda, elle est là au tout début. Oui, et il y a des gens qui habitent là. Il y a des gens, en fait. Tandis que dans Breath of the Wild, il y a pas beaucoup de gens. Tu as vraiment cette impression, hormis quand tu arrives au village Cocorico, tu as vraiment cette impression d'être seul tout. Mais c'est voilà, c'est ce qui fait que pour moi, c'est pas une question d'intrigue, c'est une question qu'est-ce qu'on recherche plus, plus vraiment un côté survivaliste ou un côté vraiment craft. On peut construire des fusées dans Tears of the Kingdom. Donc en fait dans Breath of the Wild pour moi l'ennemi c'est pas Ganon parce que c'est pas un spoil, c'est la nature, c'est l'environnement. Il faut arriver à maîtriser l'environnement. Dans Tears of the Kingdom, l'ennemi, c'est vraiment l'ennemi et tous ses sbires. Et là, la technologie nous aide à passer outre. Et la nature est dominée par la technologie dans Tears of the Kingdom, ce qui n'est pas le cas dans Breath of the Wild. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, exactement. Ouais, c'est un point qui est très intéressant. Enfin, une différence qui est hyper intéressante. Et je rajouterais également une chose, c'est que tu es quand même un peu plus guidé dans Tears of the Kingdom que dans Breath of the Wild. Où Breath of the Wild, tu restes en fait à chaque fois sur un objectif qui est très large, alors que Tears of the Kingdom, l'objectif est quand même beaucoup plus, je dirais, à portée d'objectif. Oui. À portée Et la quête principale est divisée, tandis que dans Breath of the Wild, dès que vous quittez le plateau du prélude, la quête c'est vaincre Ganon. Voilà. Ouais, vaincre Ganon. T'es en slip avec un bâton. Ouais, t'as ton bâton. Allez, vas-y. Tu viens de trouver un vieux bouclier pourri et vaincre Ganon. Le château est en face, si tu veux. Bon chance. Okay. Ouais, bon chance. Voilà. C'est ça. Ce qu'il ne faut absolument pas faire. Si vous n'avez pas fait le jeu, il y a que les hardcore gamers qui y vont. Il y a que les speedrunners qui vont faire ça. C'est même pas... Mais ouais. C'est très intéressant cette discussion en tout cas. Mais du coup, est-ce que selon toi, c'est possible de ne pas apprécier ce jeu-là? Est-ce que c'est possible de se dire ouais, Tears of the Kingdom, j'y ai joué finalement en ayant fait le 1 ou pas? Mais ça dépend, parce que moi je te dis, mais j'ai l'impression qu'on avait un petit peu le même sentiment. J'avais quand même des craintes, et je crois que je l'avais dit sur le forum d'Elbakin, que le côté craft, moi, me faisait vraiment peur. Et je pense qu'il doit y avoir chez certaines personnes, notamment, un côté un peu... et notamment quand t'as pas essayé le jeu, un côté un peu saoulé des mondes ouverts, tu vois, qui vont durer des plombes, qui vont demander en fait un certain investissement dans le jeu pour que tu commences à te sentir vraiment bien. Or, on l'a dit durant l'émission, mais comme tu as très rapidement plein de petits moments qui font que tu as l'impression d'avancer, tu rentres assez vite, même si l'introduction est plus longue dans Tears of the Kingdom quand même. Oui, elle est plus... Après, on parle pas non plus de... C'est pas 15 heures. Elle est plus longue parce qu'on te donne tout de suite ton kit d'aventurier, en fait. Ouais, et le kit prend un peu plus de temps. Alors, on récupère un petit peu plus tardivement la paravoile. D'ailleurs, petit conseil pour ceux qui vont commencer Tears of the Kingdom, suivez le fléchage jusqu'à la paravoile. Après, vous allez... sinon, le jeu sans la paravoile, c'est même pas la peine.
La parabole, hein, c'est vraiment votre deltaplane. C'est ça, c'est ce qui vous permet de gagner du temps, de sauter des montagnes. Bon, franchement, c'est indispensable. Après, à partir de là, vous pouvez tout à fait aller papillonner. Si votre délire, c'est d'aller remplir le bestiaire et de prendre des photos de chaque insecte et chaque animal, vous pouvez le faire. Hein, c'est même une quête. C'est vrai que, ouais, moi, au départ, l'absence du paravoile, quand tu te retrouves en haut, en l'air, sur ces îles, et j'avais qu'une envie, c'était de sauter, d'appuyer sur le bouton et de me laisser dériver, quoi. Oui, parce que et en fait, je pouvais pas. Parce qu'on l'a pour sortir du plateau du prélude dans Breath of the Wild, mais on ne quitte pas la zone de départ de Tears of the Kingdom de la même manière. Donc du coup, c'est ça, exactement. Voilà. Mais après, vraiment, je sais. Est-ce qu'on peut ne pas aimer le jeu? Alors déjà, si on a aimé le premier, je pense pas qu'on puisse ne pas aimer le deuxième. Peut-être moins l'aimer. Mais on peut pas dire, au bout d'une heure, le jeu me saoule en fait. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le même en pas pareil. Donc de toute façon, même si le pas pareil ne vous plaît pas, il reste la partie même. Donc si vous avez aimé le premier, vous aimerez le deuxième. Après, si vous n'avez pas fait le premier et que vous allez directement sur celui-là, oui, vous avez le droit de pas aimer. Là-dessus, je vais pas vous dire que c'est le meilleur jeu de l'histoire, mais je pense, si tu veux, que c'est comme quand t'as pas fait un jeu en monde ouvert, tout le monde te dit c'est génial de ouf, et toi, plus on te dit ça, plus tu vas à reculons. Tu vois, typiquement, moi, j'ai jamais fait The Witcher 3. J'ai plutôt envie de le faire, mais il y a un côté qui fait que je me dis, je sais pas. Il faut aimer les points d'interrogation. Tu vois, Elden Ring, c'est bon, je pense, je finirai peut-être un jour par le faire, mais c'est pareil, tu vois, l'année dernière. Moi, pas du tout. J'ai l'impression que tout le monde y jouait. Franchement, et je me disais, bon, j'y jouerai jamais de ma vie à ce truc. Non, mais si tu veux, les jeux en monde ouvert, tu sais que tu vas y passer des plombes, etc. Donc forcément, quand à côté, tu vas avoir un petit jeu qui dure que quelques heures, où tu es plus que guidé, parfois, en fait, c'est simplement une histoire d'envie. Il y a vraiment ce côté, je me perds, parce que dans The Witcher, la carte est remplie. Donc en fait, c'est la carte qui va vous guider. Si on prend l'exemple de Witcher, vous allez dire, là, il y a un point d'intérêt, je vais aller voir. Et puis après, vous allez en découvrir d'autres à côté, etc. Dans Zelda, en fait, il y a cette possibilité, mais la carte est assez simple, peut-être même simpliste parfois. Oui. Et du coup, c'est vraiment l'environnement qui va vous dire, là, au loin, je vois un peu de fumée. C'est bizarre, il y a pas de village là, je vais aller voir. Puis hop, vous allez couvrir un campement de je sais pas quoi. Puis il y a une grotte, je vais aller dans la grotte. Puis vous allez descendre, elle vous emmener sous terre. Et puis vous allez balader sous terre, vous allez remonter un endroit vous connaissez. En fait, c'est votre balade qui va définir votre aventure. C'est pas les quêtes, ça peut être les quêtes. Attention, on peut tout à fait faire le jeu en mode j'ai la quête, je vais là, après j'ai fini, je vais là. Surtout qu'on le répète, mais on est plus guidé que dans Breath of the Wild. Ah oui, donc effectivement, tu peux prendre ton cheval et te dire, moi, je fais la quête à l'ancienne. Non, mais c'est. Je vais chez le village. Et ça reste un jeu, ça reste un très bon jeu en le faisant comme ça. Hein. Mais je pense qu'on perd un petit peu ce côté émerveillement, découverte. Découverte tout simplement, c'est vraiment là il y a ça, je vais voir, au loin je vois un temple, alors je vais monter dans les tours. En plus les tours c'est pas les mêmes que dans le premier, elles ont vraiment un intérêt là, plus que dévoiler la carte, elles ont un intérêt mécanique de déplacement. J'en dis pas plus. C'est ça. Et donc on va peut-être des choses qu'on avait négligées dans le premier, peut-être plus les faire dans le deuxième, ou inversement, des choses qui semblaient indispensables dans le premier, peut-être qu'on va pas les faire, parce que il y a toujours ce côté l'environnement est contre nous. Par exemple, il faut aller à un endroit où il fait froid, qu'est-ce qu'on fait? On se fait des soupes au piment. Là, dans le premier, on était obligé de se faire des soupes au piment. Dans le deuxième, on peut acheter des vêtements qui font que finalement on peut mais tu pouvais le faire dans le premier. Ouais, mais c'est plus facile de trouver les vêtements dans le deuxième. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Ouais, peut-être. Ouais. Il y a plus de points de vente entre guillemets. Ouais, c'est ça. Puis bon, après, t'as plus la surprise de cette histoire de météo que t'avais dans le premier. Dans le premier, il fait trop chaud, tu mets quoi? Il fait trop froid, qu'est-ce que tu fais? Tiens, si t'as une arme enflammée, ça passe. Ouais. Tu vois, t'avais quand même plusieurs manières de ou les éclairs qui viennent frapper ton
qui viennent frapper tes Ouais, objets métalliques, ou le fait que quand tu es dans un exactement. environnement trop chaud, bah, ton équipement en bois, il prend feu. Voilà, c'est Ouais. des choses auxquelles bah, on s'est habitué. Et, Et encore une fois, les nouveaux pouvoirs font que la contrainte des armes est très vite contournée en fait. Il y c'est ça. a alors déjà, Et si alors, vous collectionnez toutes les noix Korogu, bah, vous allez augmenter de tellement beaucoup, même si ça se dit pas, le nombre d'emplacements d'armes, de boucliers, d'arcs que finalement vous serez jamais à court. c'est ça. Tandis que dans le premier, ça arrivait quelquefois de se retrouver en mode ah ben voilà. Là, mais encore une fois, même si c'est plus facile de s'équiper, il y a toujours à un moment donné quelque chose qui va nous surprendre. Là, par exemple, je suis dans le temple des Gorons dans Tears of the Kingdom, et ben je me retrouve comme un malin parce qu'en fait tous mes arcs sont en bois, donc je peux pas utiliser mes arcs sinon ils prennent feu. Donc je suis obligé de me taper tout le donjon sans arc. Et donc comment je vais faire? Voilà, Il y a pas de vous êtes il y a pas prévenus. de souci. Le jeu est prévu pour que j'ai pas d'arc, je vais trouver un autre moyen. J'ai pas d'arme à ce moment-là, je vais trouver un autre moyen. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Et on trouve plus facilement ces moyens dans Tears of the Kingdom que dans Breath of the Wild, je trouve. Ils sont plus facilement mis à disposition. Ouais, donc ça c'est très intéressant ce que tu dis. Mais pour le coup, je reviens sur une question qu'on avait posée précédemment. C'est est-ce que tu penses pas que il va y avoir un manque, ou en tout cas un nouveau manque pour en fait des Zelda très guidés, enfin des Zelda un peu à l'ancienne, où tu enchaînais les donjons de manière beaucoup plus linéaire. Ça, je me faisais la réflexion. En fait, je me disais mais en fait comme maintenant Nintendo a un peu tué son support portable. C'est-à-dire que bon, la Switch, elle est à la fois portable et console de salon. Il n'y a plus de console de portable à proprement parler. Parce qu'avant, en fait, des épisodes, on va dire, mineurs, même si c'est pas le bon terme, de Zelda, en fait, ça pouvait sortir sur console portable, en fait. Euh, Tout à fait. et là, on n'a plus cette deuxième console de Nintendo, ce deuxième support qui permettait en fait de sortir des jeux de la licence Zelda, on va dire plus petits ou peut-être moins novateurs, mais quand même qui proposait quand même quelque chose, qui proposait quand même une aventure intéressante. Là, on l'a plus, tu vois. Et je me demande s'il va pas y avoir un petit manque ou quelque chose, parce que c'est vrai que bon, les problèmes disparaissent pas, ils font qu'évoluer, hein, mais après avoir fait chef-d'œuvre, puis avec Breath of the Wild, puis à nouveau quasiment chef-d'œuvre, enfin chef-d'œuvre avec Tears of the Kingdom, c'est finalement tu proposes en fait toujours plus de liberté, donc forcément qu'est-ce qui va venir à manquer? Ah bah ouais, mais est-ce qu'on va pas te dire ah mais plus guidé c'est bien aussi. Je pense, et cet avis n'engage que moi, qu'on peut pas faire de retour en arrière sur des méthodes classiques. C'est-à-dire que l'époque, ce que je disais tout à l'heure, par exemple pour Link's Awakening, ou donjon, objet qui t'ouvre qui t'ouvre le donjon d'après, qui donne un objet qui t'ouvre le donjon d'après, etc. C'est fini. Aujourd'hui, il y a combien de gens qui jouent à Zelda juste pour se promener, pour découvrir des choses, construire des choses, et pour qui finalement les donjons sont plus une contrainte pour augmenter ton nombre de cœurs, ou pour obtenir les pouvoirs que tu récupères dans les temples, et pas et pas un plaisir. Parce que à titre personnel, j'ai pas envie de revivre l'époque du temple de l'eau. Ça me merci, Ouais, mais le non temple merci. de l'eau. Là en fait t'es bloqué, bah tu t'en vas puis tu vas faire autre chose. Tandis que dans Ouais, un c'est Zelda vrai classique, qu'effectivement, t'es bloqué dans le. t'es Là, bloqué. en fait, on t'a donné tellement le goût de la satisfaction de réussir à trouver une solution toi-même, que je pense que revenir à des Zelda classiques où malheureusement si t'es pas un peu logique, ou si ça t'échappe, t'es obligé d'aller regarder une soluce, tu vas totalement retirer ça. Hein. Ouais, c'est vrai, effectivement. Mais justement, je me demande si in fine, il y aura quand même pas au moins la question chez Nintendo de se dire, tu vois, à faire ce que fait Game Freak avec Pokémon, hein, c'est-à-dire qu'eux, ils ont totalement scindé je crois que c'est en trois, l'essence même de Pokémon.
C'est-à-dire que parce qu'ils s'étaient dit pourquoi les gens jouent à Pokémon? Il y en a, ils le font pour l'aventure. Les autres, ils le font pour les combats. Et les autres, ils le font pour, je sais plus le troisième. Mais bref, ce qui fait que ça a au final donné des jeux. Ils ont tenté de partir dans plein de directions différentes. Et au final, Ils reviennent à l'aventure. j'ai l'impression que peu de gens sont quand même assez. Enfin, ils contentent quand même moins de personnes que ce qu'ils pourraient. Après, c'est la mode, les mondes ouverts. Hein. On ne sait pas ce que la mode sera dans 10 ans. Mais je pense pas que ça sera un retour en arrière. Doucement vers notre conclusion, hein, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le prochain Zelda majeur? C'est bien entendu trop tôt pour en parler. Alors, si vous écoutez ce podcast aux alentours de 2027-2028, peut-être que vous rigolerez en entendant ça, en entendant nos supputations, suppositions sur la tête que pourrait avoir le prochain Zelda. Dans 5-6 ans, peut-être dans plus longtemps, est-ce que ce sera quelque chose... Enfin, sous quelle forme ça va prendre? Est-ce que c'est encore plus de liberté? Est-ce que c'est encore possible? Quelle orientation? Est-ce que ce sera un Zelda en VR? Ça dépendra bien sûr du hardware, parce que la Switch, on l'a dit, hein, mais ce sera dans quelques années. Je pense que Tears of the Kingdom, on se mouille pas trop en disant que c'est le dernier Zelda majeur de la Switch. Et c'est très bien comme ça. Mais si Nintendo sort une console intermédiaire comme l'a été la Wii U, est-ce qu'il y aura vraiment un Zelda dessus? Tu vois, ou est-ce que... parce que est-ce qu'ils prendraient le risque de faire un Zelda sur une console dite intermédiaire, comme ça a été... Ouais, même si Breath of the Wild est sorti sur Wii U, on a tendance à l'oublier. Hein. Oui. Mais il lançait quand même plus la Switch qu'autre chose. Donc ça dépendra de quelle sera la nouvelle console, quel sera le high concept de la prochaine console de Nintendo. C'est encore trop tôt pour le dire. Je vois bien un retour au portable, moi. Hein. Parce que, en fait, je sais pas, j'ai pas les chiffres, hein, mais il y a combien de gens qui jouent jamais à leur Switch sur leur écran de télé? Moi, je t'avoue que il y a ce côté praticité parce que je bouge beaucoup. Donc, effectivement, j'y joue en portable. Mais j'aime bien y jouer en docké, ouais. En docké, vraiment, si j'ai envie de me faire une étape importante du jeu, tu vois, typiquement Octopath Traveler que j'ai fini, le 2, Octopath Traveler 2 que j'ai fini il n'y a pas si longtemps, j'arrivais au boss de fin, j'avais envie de le voir en grand. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Je me disais, ah ouais, je veux la musique épique, je veux le truc et tout. Et Zelda, ce sera sûrement pareil. Et puis tu joues avec d'autres personnes, forcément tu joues à plusieurs. Tu vois, typiquement, j'ai fait Pikmin 3 avec ma copine sur la télé. Tu vois, tu gardes quand même ce côté praticité. Donc là, vraiment, on n'est que pure spéculation. Tiens, toi qui joue en mode docké et en mode portable, est-ce que tu vois une différence graphique docké et portable? Alors là, le fait que l'image soit agrandie. Là, je peux pas te répondre parce que pour le coup, là, ce Zelda-là, je n'y ai pas joué en mode docké encore. J'aimerais bien, mais j'ai pas encore eu l'occasion. J'ai fait que portable. Donc je peux pas te dire, je peux absolument pas te répondre par rapport à ça. Je pense qu'il y aura pas de problème, mais je peux vraiment pas te dire. Peut-être que sur un écran de télé, on voit plus les limites graphiques. Franchement, je suis pas sûr. Je pense souvent j'ai souvent l'impression que quand ça râle, c'est souvent que ça joue pas au jeu. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Encore une fois, venez nous le dire. Ça, c'est un vaste débat. Sur le forum, bien entendu. Non, une autre idée que j'ai eue, mais qui est vraiment une idée de 2023, c'est est-ce que tu pourras pas vivre dans le prochain Zelda ta propre aventure, ta propre expérience unique de Zelda via une IA intégrée dans la console ou dans le jeu qui adaptera tout l'univers à ta propre façon de jouer. Ça veut dire qu'en fait, toi et moi et d'autres personnes, on jouerait à une aventure qui ne ressemble à aucune autre, en fait, qui serait propre à nous-mêmes. Une aventure générée par ChatGPT et Midjourney. Générée par ChatGPT. C'est la tendance. Ce sera plus qu'une tendance, hein. Avec l'IA, mais
Mais voilà, en fait, ça dépendra vraiment du hardware. C'est très très difficile d'imaginer la suite de ce qu'ils feront, hein. Mais bon, ils ont quand même réussi, hein. Ils ont quand même réussi à faire Tears of the Kingdom après Breath of the Wild. Bon, après, est-ce que tu as vu Fast and Furious? Bah, à chaque fois, ils vont plus loin. Fast and Furious. Non, Donc, bah non, est-ce merci. que Zelda peut aller dans l'espace? C'est pas du tout mon. Bah, en fait, moi, je pensais un modèle similaire, dans le sens open world, etc., avec encore Zelda qui a disparu, hein, parce que sinon, que serait Link si justement, le but de Link, il existe que parce que Zelda disparaît. Le Hein. Sinon, il a permettre aucune raison de jouer d'être. Zelda pour aller retrouver Link, bon, ce qui avait été fait dans les épisodes tout pourris sur Philippe CDI. Oui, qui n'existe pas. Jetons un voile pudique dessus. Mais plus peut-être, je sais pas, construire une ville, gérer un village, mais Zelda, peut-être plus de gestion. Ça pourrait être un axe. Oui, mais mais à la base Zelda c'est pas de l'open world. Hein. Zelda 1, c'est un open world de la NES. Hein. Oui, mais c'est l'essence même Zelda du jeu, elle est dedans. Et bon, mais après, la map sur Super NES, elle est quand même très grande également. Oui, mais elle se débloque au fur et à mesure. Là, tu peux faire le tour de la carte en parabole. Ouais. En fait, c'est ça. C'est avec ton bâton. Comment tu fais pour rester dans l'esprit de Zelda à l'avenir sans le dénaturer, tu vois. Moi, je pense vraiment la partie gestion, pour moi, c'est pas possible. Bah, là, il y a tout un côté que je trouve peut-être pas assez exploité, c'est tout le côté reconstruction. Parce qu'en fait, là, on est dans un Zelda où l'apocalypse a déjà eu lieu. Oui. Il faut reconstruire. Et peut-être tu as dû en croiser de ces PNJ qui tiennent des panneaux à côté des tas de planches et quand tu leur demandes qu'est-ce que tu fais, bah je tiens le panneau parce qu'il y a le portrait de mon patron dessus. Et voilà, il y a tout un côté, je trouve, qui aurait pu être intéressant à exploiter de reconstruction du territoire. Effectivement, tu pourrais effectivement avoir ça. Surtout qu'on a les outils, on a les pouvoirs mécaniques qui nous permettent de mettre ça en place. Alors, peut-être que ça plaira pas, mais c'est peut-être un axe. Effectivement, à voir. Après, j'avoue que celui-là, il a largement de quoi nous occuper pendant quelques années. Donc, si vous hésitiez encore, vous avez bien compris que il ne faut pas hésiter. Si vous avez un jeu à acheter en 2023, vous avez une Switch, vous avez une certaine appétence également pour la découverte et l'exploration. C'est ça. Et même si c'est votre premier Zelda. Ah oui, ça peut tout à fait être le problème. Il nécessite pas de maîtriser les codes. En fait, si, il y a Zelda, il y a Link et il y a un méchant. Voilà, c'est bon. Vous avez compris. Vous avez la Triforce. Merci, au revoir. Vous pouvez jouer. C'est ça. Vous pouvez y aller. C'est tout. Le reste. Pas besoin de savoir où ça se situe sur la fameuse timeline Zelda. C'est pas important, ça. C'est pas important. Bien, Gitanas. Oui. En tout cas, on a pas mal brossé une vision, un portrait. Voilà, merci. C'est vraiment de restituer au mieux nos avis sur ce jeu incroyable qui vraiment marquera son temps. Ça c'est à n'en pas douter. Voilà, on espère lui avoir rendu a mis un petit hommage à notre façon en tout cas, et vous avoir donné envie d'y jouer et vous avoir donné envie de venir en discuter avec nous sur le forum. Je vous rappelle d'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début, ça c'est mon erreur, mais que si vous voulez nous aider, nous, Elbakin, elbakin.net, à garder la lumière allumée, si vous voulez contribuer à améliorer ces émissions, contribuer au site, vous pouvez nous laisser un don sur la plateforme Hello Asso que vous trouverez sur la page d'accueil du site internet de elbakin.net. Et on vous remercie chaleureusement pour votre écoute et on vous dit rendez-vous au prochain épisode du podcast elbakin.net. Salut Gitanas. À la prochaine, salut. Salut.